Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose d'écouter l'histoire de Mathieu qui est parti avec sa femme Swazik il y a 17 ans pour faire ce qui devait être un tour du monde en bateau en 3 ans. 16 ans plus tard, les voici qui sont toujours en bateau et ils en ont profité pour fonder entre-temps une famille avec un premier bébé né à Tahiti en 2006. Aujourd'hui, ils vivent toujours à 5 sur ce bateau et ils se sont un peu posés à Nouméa pour travailler et pour permettre aux enfants d'aller à l'école. On parle avec Mathieu de leur genèse, de ce projet un peu fou, de l'éducation qu'ils ont offert à leurs enfants, de sa vie de papa actuel et de leurs projets à venir. Un épisode qui vous offrira peut-être une toute autre perspective sur la vie de Daron. Vous le savez si vous avez écouté le premier épisode du mois d'août, j'ai relancé la newsletter d'Histoire de Daron à laquelle je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre mail, pour chaque nouveau épisode, quelques coulisses en plus de vous prévenir que le dit épisode est sorti. Vous pourrez retrouver le lien pour vous abonner dans les notes de ce podcast. Vous le savez aussi, si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur votre appli de podcast préféré, mais vous pouvez aussi écouter Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud, sur Audible et même sur YouTube, où je vous invite à venir mettre un commentaire, même si vous écoutez sur votre téléphone portatif. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes, et je vous laisse en compagnie de Mathieu. On est avec Mathieu, salut Mathieu. Salut Fabrice. T'es à l'autre bout du monde, hein, très clairement. Merci l'Internet, merci la nouvelle technologie, même si on a un peu galéré là en off pour se parler, mais c'est fou. Tu es tout simplement à Nouméa, c'est ça, si je me trompe pas? À Nouméa, voilà, à Nouméa, mais encore plus compliqué que ça, puisque je suis sur un bateau au mouillage, dans une baie. Donc effectivement, c'est presque un petit miracle que la liaison soit aussi bonne. Et donc merci la 4G, c'est ça que tu me disais tout à l'heure? Ouais, la 4, la 3 ou la 2, hein, là c'est un peu des hauts et des bas. Là. Alors Mathieu, tu m'as envoyé un mail parce que tu m'as dit que ta petite sœur était abonnée au podcast et qu'elle t'a incité à m'écrire, c'est ça? Mais voilà, ma petite sœur m'a dit, oh là là, je suis fan d'une émission, d'une chaîne YouTube, là, il faut absolument que tu le contactes parce que vraiment, t'es un daron idéal et ça me ferait trop plaisir que tu passes. Donc, moi, comme j'écoute ma petite sœur, écoute, je suis allé écouter ton émission, j'ai trouvé ça sympa et j'ai dit, écoute, on va voir si mon histoire de daron l'intéresse. Écoute, je crois bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Mathieu ? T'as quel âge ? Alors, me présenter un petit peu, je suis Mathieu, j'ai 45 ans, je suis père de 3 enfants, j'habite à Nouméa depuis 3 ans, je navigue depuis 15. C'est long de me présenter ou très court. Je ne sais pas s'il faut que je fasse très court ou très long. Là, dans tu peux faire très court et puis après... au montage. Oui, voilà. On va... en fait, voilà, donc voilà, Mathieu, 45 ans, papa de 3 enfants. Et donc, tu me disais que vous avez choisi de partir avec ta compagne il y a 17 ans en bateau depuis la France, c'est ça ? Pour ce qui devait être un tour du monde en 3 ans. Voilà, on est parti il y a 16 ans, en 2003, de France, en annonçant à nos familles que vous inquiétez pas, on part pour 3 ans, c'est sûr et certain, le programme est bien établi. Donc on revient dans 3 ans dans notre Bretagne natale et puis on n'est jamais revenu, en bateau en tout cas. Waouh ! Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où vous vient cette idée à la base de choisir de partir dans un bateau ? Eh ben, il y a pas mal de choses, c'est-à-dire qu'à la fois on est bretons tous les deux, donc on a grandi, enfin, ma femme a plus grandi au bord de la mer que moi, mais enfin, on a grandi dans l'univers marin, on a tous les deux navigué, donc la mer était pour nous quelque chose de rassurant, pas un danger. Une fois qu'on a fini nos études, on s'est rencontrés à l'université, une fois qu'on a fini nos études, on a voulu partir en voyage, et puis on s'est aperçu que partir en voyage en avion, ça coûtait très cher, en fait, donc, on s'est dit, on partira dans quelques années en bateau. En plus, on a lu des livres. C'est pas mal de lectures aussi de familles qui ont fait ça ou de gens solitaires qui ont fait ça. Et en lisant leurs aventures plus ou moins aventureuses, mais enfin, en tout cas, en lisant leurs expériences, ça donnait vraiment envie et ça donnait vraiment l'impression que c'était un mode de vie idéal, si tant est qu'on peut donner cet adjectif, mais en tout cas, un mode de vie qui réunit pas mal d'avantages. Et donc, quand vous décidez de partir à la base, vous partez a priori pour un tour du monde qui est défini. Vous aviez quel âge à l'époque ? Donc vous étiez encore relativement jeune, vous n'aviez pas d'enfants, c'est ça ? Non, on n'avait pas d'enfants, on avait moins de 30 ans tous les deux, 30 et 28, un truc comme ça. Mmh. Et on voulait, oui, c'était effectivement défini, sans doute parce que ça rassure au début quand tu
quand tu fais ton premier départ, tu as quand même besoin de savoir où tu vas, quand tu vas, tu regardes les cartes. Alors là, il y a la zone de cyclone, on va éviter tel endroit à telle époque. Et donc, tu te fais ton planning forcément en imaginant que tu vas revenir, puisque tu connais que ton point de départ, on va dire. Donc, tu focalises forcément là-dessus. Mais tu découvres qu'en avançant, ça change. Qu'est-ce qui change ? Comment ça ? Et tu découvres que tu changes toi, en fait. Tu changes toi et c'est un voyage tellement lent, si tu veux. Quand tu voyages en bateau, c'est un voyage très lent. Donc, en fait, tu avances lentement, tu restes longtemps à chaque endroit. Tu es chez toi tous les soirs, tu es sur ton bateau, donc tu n'as pas de stress de devoir payer ta nuit d'hôtel, de devoir changer, de pas aimer la couleur du papier peint de ta chambre. Donc tu es chez toi tout le temps et tu es bien et tu prends ton temps. Et tu profites des endroits surtout, c'est-à-dire que contrairement à un voyage touristique normal où tu vas vouloir faire un pays en 2 semaines, là non, tu restes dans un même petit village pendant 2 semaines, tu te fais des copains et en fait ça fait que au bout d'un an, nous on s'est aperçu que ça allait trop vite, quoi. C'est venu assez vite en fait, c'est vraiment au bout d'un an. On s'est dit mais là on va trop vite, on loupe des étapes, comme on doit respecter notre planning, on part d'endroits où on voulait rester et on s'est dit allez, bam, on arrête les plannings et on prend notre temps. Waouh. Et donc, vous partez... quand vous partez comme ça, vous décidez de tout simplement laisser votre vie d'avant derrière vous, en fait. C'est ça ? Ah oui. Ça, le départ en bateau, c'est vraiment clairement un changement de vie du jour au lendemain. C'est assez impressionnant, d'ailleurs, parce que c'est très soudain en fait. Alors là, ça a été un peu plus long parce qu'on a acheté le bateau 8 mois avant de partir, presque un an avant de partir. On a acheté le bateau 1 an avant de partir. On a fait 8 mois de travaux dessus. Donc, Swazig continue à travailler. Swazig, c'est ma femme, continue à travailler. Moi, j'étais sur le bateau en train de le préparer. Et après, effectivement, il y a le jour où tu pars et là, ta vie, elle change du tout au tout en 1 minute, quoi. Et c'est assez violent et ta vie derrière reste loin, il reste la famille et les amis à qui tu donnes des nouvelles, mais sinon tes habitudes d'avant, elles disparaissent entièrement. Et donc en fait, vous vous dites en chemin que peut-être ça vaudrait la peine de fonder une famille, c'est ça ? C'était une idée que vous aviez déjà auparavant, c'est ça ? D'avoir des enfants ? Voilà, alors on avait, en fait, on était jeunes, amoureux, donc on voulait des enfants évidemment. Et en fait, on avait le projet, vu qu'on commençait dans notre vie active, qu'on travaillait, on s'est dit on n'aura pas les sous pour partir en bateau avant une dizaine d'années. Donc dans 10 ans, on achète un gros bateau, on met nos 3 enfants dedans, et puis on fait comme dans les livres qu'on a lus. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça, puisqu'on a eu l'opportunité de partir avant. Donc avec un petit bateau, on est partis tous les deux et effectivement en route, ça s'est passé à Panama. On a décidé c'est à Panama qu'on a décidé de ralentir et on a décidé donc puisqu'on a décidé de ralentir, on a décidé d'arrêter les moyens de contraception et puis de fonder la famille en route en fait sans trop de plans du coup précis. Et donc votre premier enfant est né à Tahiti, tout simplement. Notre premier enfant a été conçu aux Marquises et il est né 9 mois plus tard à Tahiti, où on s'était installé du coup pour travailler un petit peu, puisque arrivé à Tahiti, on était au bout de nos 3 ans. Tu vois, en fait, on a mis 3 ans pour arriver juste à Tahiti, et la caisse de bord était vide, et donc on s'est remis au travail, travail et enfant. On a repris une vie presque normale, tout en continuant à habiter dans le bateau. Enfin, une vie presque normale. Vous faisiez quoi, par exemple, à Tahiti, comme boulot ? À Tahiti, on a monté un réseau de hotspots Wi-Fi pour les bateaux. Donc, on a démarré avec une petite antenne sur une marina. Puis, on a fini avec 23 antennes réparties sur toute la Polynésie française, qui est un territoire grand comme l'Europe. Donc, c'était assez marrant de gérer toutes ces antennes et de fournir de l'Internet à tous ces bateaux de passage. Ça nous permettait de continuer à rester en contact avec ce monde des bateaux qui voyagent, nous-mêmes habitant sur un bateau de toute façon à la marina. Et également de regarnir la caisse de bord, parce que c'est une société qui a bien marché, qu'on a revendue après en partant. Donc ça nous a permis de rebondir. Ouais, donc vous avez carrément monté une boîte en passant, quoi. On a monté une boîte en passant, oui, parce qu'en fait, ce qui n'était pas quand on est parti de France, on était deux travailleurs classiques, entre guillemets, 2 salariés. Mais en fait,
quand tu te promènes en bateau, je crois que quand tu as de toute façon cette mentalité de vouloir te balader en bateau, tu as une volonté d'indépendance et tu peux plus après accepter. Tu peux plus. Ça devient difficile de travailler pour quelqu'un sur un projet qui n'est pas le tien, avec des contraintes que tu choisis pas. Donc, on a tout naturellement voulu. On a eu une bonne idée en plus, donc on a tout naturellement créé la boîte pour garder cette liberté et cette possibilité de choisir ce qu'on faisait et quand est-ce qu'on l'arrêtait. Ok, ça me scotche. Moi, je pensais, tu sais, que tu m'aurais dit, ouais, on a cherché un boulot alimentaire, en fait, pour chercher, pour se dire, ok, on est là un peu temporairement, et puis après, on va aller ailleurs, quoi. Non, vous avez carrément monté une boutique, quoi. Bravo. Ouais, après ça aurait pu ne pas fonctionner notre histoire, mais c'est vrai que ça avait pas mal d'avantages. Que nous on n'avait pas de bureau, on habitait, notre bateau à l'époque était tout petit, c'était un tout petit bateau de 1965, donc c'était vraiment, ça devait être le plus vieux bateau navigant en Polynésie française à l'époque, un beau bateau en bois, mais il était tout petit, donc c'était à la fois notre bureau, notre maison, c'était la chambre du bébé, c'était tout à la fois. Et donc l'idée de travailler sur du numérique, sur de la fourniture d'accès Internet. C'était pas mal parce qu'il n'y avait pas de boutique, justement, tout se faisait en ligne. Les gens, quand ils nous appelaient, pensaient qu'ils avaient affaire à une grosse entreprise, ils voulaient parler au service marketing, en voyant pas que j'étais juste en maillot de bain dans mon cockpit avec mon bébé sur les genoux, quoi. Vive Internet pour ça. Quand tu vois les premiers paiements PayPal qui tombent, après tout ce que tu as mis en place, ça fait plaisir. Tu t'aperçois que la nette économie que nous on connaissait pas en fait quand on s'est arrêté à Tahiti. On revenait de 3 ans de navigation, on n'avait pas du tout suivi les évolutions technologiques et on a mis le pied là-dedans et ça nous a été bien utile en fait. C'est vrai qu'entre 2003 et 2006, Internet avait vraiment grandi, quoi. C'est clair. Et donc en fait apparemment vous avez fait un deuxième enfant 2 ans plus tard, c'est ça? Et voilà, 21 mois plus tard, on s'ennuie en bateau, donc tant qu'à faire, allez, le bateau est presque trop petit déjà trop petit, donc allons-y, pouf, un deuxième enfant. Donc on a reçu à bord Timéo, la première petite fille qui est arrivée s'appelle Lola, et elle a un prénom tahitien qui est Taïna, et Timéo, lui, a un prénom tahitien qui est Tamatea. Il s'appelle Tamatea de son prénom tahitien. Et il est venu, 21 mois plus tard. Donc là, le bateau il a fallu s'adapter un petit peu parce que c'était vraiment un bateau avec une seule cabine. Donc on dormait sur la table du carré et qu'on descendait tous les soirs, et qu'on dépliait pour faire notre lit. Donc ça devenait un peu camping, mais bon, ça posait aucun problème. En bateau, tu t'habitues aux petits espaces. Et donc tu me racontais dans ton mail que finalement 2 ans plus tard, vous êtes reparti, mais vous avez acheté un bateau, c'est ça? Ou revendu l'autre, construit? Que s'est-il passé entre-temps? Alors en fait, on a vendu au bout de 4 ans à Tahiti, on a vendu la société, on a vendu notre bateau également, et on a fait 2 choses. On a d'une part lancé la construction on va l'appeler du bateau numéro 3. Donc on a lancé cette construction en Inde, et on a en parallèle, avant d'aller en Inde pour la fin de la construction, on a acheté un bateau qu'on avait appelé bateau numéro 2, qu'on a acheté aux Antilles pour renaviguer un petit peu, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 1 an et demi, le temps que notre bateau se construise? On envisageait mal de retourner en France, se remettre à travailler dans le vrai monde, on va dire. Donc on s'est dit, on va naviguer en fait. Donc on a acheté un bateau aux Antilles qu'on a revendu en Australie. En 1 an, une grosse année, on l'a emmené en Australie. Et on l'a revendu. Et du coup, on en a profité pour refaire un 3e enfant en route. Oui, tant qu'à faire, je veux dire, pourquoi pas? Oui, parce que le bateau s'agrandit. Le bateau s'agrandissant, nous, il a fallu qu'on fasse... Nous, les cabines vides, ça nous stresse. Donc, dès qu'on voit une cabine vide, pouf, on fait vite un enfant pour la remplir. Donc catamaran, il y a 4 cabines, il fallait 3 enfants. Donc, 3 enfants et les parents, ça fait 4. Donc, on a rempli le bateau à Panama qui nous inspirait bien. Et donc, on a fait un petit Panaméen qui s'appelle Maël, et Emilio de son prénom panaméen. Ah, donc chacun de vos enfants ont un prénom d'adoption, c'est ça, de l'endroit? Chacun un prénom chacun un prénom qu'on a choisi en fonction de l'endroit où il est né. Ok. Et donc vous avez fini par arriver. Enfin, en fait, je dis ça comme si c'était fait en un claquement de doigts, mais en gros, vous finissez par arriver en Australie. Ça met combien de temps le voyage pour faire anti-Australie? Ça met 1 an. Excuse-moi, vas-y. Je disais, ça met combien de temps le voyage pour faire anti-Australie? Ça met le temps que tu veux un petit peu, mais nous on a choisi de le faire en 1 an et demi.
parce qu'il fallait quand même, ce qui est un petit peu rapide de notre point de vue, puisque on peut le faire en 3 ans ce voyage. C'est un voyage traversé du Pacifique Sud qui est extraordinaire. Donc nous on l'a fait en 1 an et demi parce qu'on était attendu en Inde pour suivre la construction de notre bateau numéro 3 qui était donc lancé en Inde. Donc on a mis 1 an et demi pour faire ce trajet. Et ce troisième bateau, donc c'est un bateau que vous avez fait construire de A à Z pour vous alors, c'est ça? Voilà, c'est un bateau, on a acheté les plans à un architecte français et puis on a choisi un chantier en Inde qui était géré par des Français, par un couple de Français qu'on connaissait par Internet depuis longtemps, puisque déjà dans les années 2000, c'était des gens qu'on avait contactés pour peut-être construire notre futur bateau familial. Donc commencer à le construire pour qu'il se construise très lentement. Et donc on était resté en contact avec eux malgré notre départ. Et quand on a eu la possibilité de construire notre bateau, on va dire adapté à nos envies et nos besoins, on a tout naturellement choisi de travailler avec eux. Et donc sur ce bateau-là, vous vivez dessus depuis 2014, c'est ça? Voilà, ce bateau-là, il a été mis à l'eau en Inde en 2014 et on navigue depuis effectivement dessus. On habite et on navigue depuis. On navigue et on habite dessus depuis 2014. Donc aujourd'hui, vous avez 3 enfants. Donc la plus grande, si je me trompe pas, elle doit avoir 12 ans. Elle a le même âge que ma grande fille, hein, si 2006, c'est exactement ça. Le deuxième a 10-11, c'est ça? Alors, en fait, la plus grande a 13. Ouais. Pourquoi elle a 13 alors qu'elle Parce que 2006, début d'année, c'est ça? 12-13 ans. Tu me bloques là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais attends, elle a pas 12 ans, ils ont pas 12 ans tous les deux. Si, attends, si, c'est ça. Mais ça, c'est fou, ça, 2006. Non, ça, tu coupes. Hein. Alors, justement, le père qui est pas sûr de l'âge de ses enfants. Attends, mais ça, c'est le truc. Ça, c'est. Non, mais ça fait partie rédhibitoire, là. C'est la vie. Là, tu perds tous tes abonnés. Là. Mais là, non, pas du tout. C'est la vraie vie. Si le père à qui on pose la question et qui est là, mais attends, que je calcule. Mais à sûr, quel âge ma fille, elle est en quelle classe déjà? Mais mon vieux, t'es parti. Non, mais Lola, oui. Tu n'as plus notion du temps. Comment puis-je t'en vouloir? Voilà, c'est ça. Tu comprends? Voilà, c'est ça. Écoute, tu sais, elle est née à vague moins le quart, sous la ceinture d'Orion. Alors l'âge n'a plus d'importance à cette époque. Non, mais bon, voilà, ils ont. Non, mais attends, cela dit, tu me fais réfléchir une petite seconde. C'est bizarre, on vient de fêter l'anniversaire de Timéo qui est né en 2008 et on a fêté ses 11 ans. Mais si ça, 11, 12 ça. Et 8. Ouais, ok, voilà. Donc voilà, non, mais tu vois, tout ça, pour dire que oui, ma fille a 12 ans, comme la tienne. Mon fils en a 11 et le deuxième fils a 8 ans. Et donc, ça y est, vous êtes... Enfin, ils sont grands, quoi, maintenant. C'est là où je voulais en venir. C'est que c'est plus des bébés. C'est plus des bébés. Non, c'est plus des bébés. Mais par contre, ce qui est super, enfin, ce dont je suis très content, c'est qu'ils ont toujours vécu en bateau, avec des passages en maison, des passages à terre, quand même, de plusieurs mois, voire 2 années en Inde. Mais en tout cas, ils ont été vraiment... jusqu'à ce qu'on arrive en Nouvelle-Calédonie, en tout cas, complètement baigné dans une vie d'aventure, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas une vie décalée de la vie terrestre et de quelques défauts qui peuvent y être attachés. Alors on va revenir aux défauts, mais avant ça, tu es quand même en train de dire aventure, c'est un grand mot. C'est quand même... Enfin, en tout cas, moi, ce que tu m'as... Je vais lire aux gens un mail que tu m'as envoyé pour les vacances de Noël qui m'a fait marrer, parce que tu me disais que à Noël c'était cool parce que vous êtes allé voir sur une plage une tortue en train de pondre, d'accord? Et je t'ai répondu moi j'étais devant ma cheminée en train de faire un petit feu, si tu veux. Donc, je considère que ta vie est un poil plus aventurière que la mienne. Pourquoi tu dis c'est un bien grand mot? Parce que quand même, je pense que tes enfants, ils sont de ce fait-là un poil habitués à se démerder, non? Par rapport... Oui, non, alors en fait, tout est relatif. C'est-à-dire qu'effectivement, je dis ça parce que on va toujours estimer qu'il y a plus aventureux que soi, quoi. Et puis en plus, en fait, ça devient une habitude. C'est-à-dire que nous, ça fait 16 ans qu'on a cette vie-là. Donc pour nous, c'est plus une vie d'aventure. C'est notre quotidien. Mais c'est vrai que, tu vois, là, pendant que je te parle, là, on a l'air très bien installé et tranquille, mais dehors, c'est la tempête. C'est-à-dire qu'il y a une tempête qui s'appelle Oma, qui s'appelait encore un cyclone il y a 3 jours, qui pointait droit vers l'Australie, puis qui a décidé de faire demi-tour. Donc, elle nous est revenue dessus.
Donc là, on a 80 km/h de vent au mouillage. Il y a des bateaux qui ont dérapé, enfin qui ont cassé leur mouillage pendant la nuit. Hier, il y en a 2 qui ont coulé sur la digue en face de laquelle on est arrêté. Ce matin, les enfants pour aller à terre, il a fallu qu'ils se mettent en culotte avec une grosse veste de quart sur eux, plus une protection plastique et leur sac d'école dans des sacs parce qu'ils allaient se faire tremper. Parce que la mer est très agitée pour aller. Il faut prendre une annexe pour aller à terre. Donc c'est vrai que oui, tu prends un petit enfant parisien qui va à l'école en faisant 100 mètres à pied le long du même trottoir, c'est une vie d'aventure. Mais tu la compares à un type qui va en ski de fond à slip jusqu'au pôle Nord, c'est une vie tranquille. Donc quand je dis c'est une vie d'aventure entre guillemets, c'est que j'ai toujours tendance à regarder l'aventure au-dessus, quoi, et à vouloir plus. Mais pour nous, c'est un quotidien qui est très habituel. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on reçoit des amis ou de la famille, ils hallucinent, ils voient notre vie, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Là, on a eu de la famille qui est venue nous voir sur cette plage dont tu parles où on a vu la tortue. Ouais. Ça, c'est le côté sympa, c'est-à-dire qu'effectivement, on est allé voir une tortue qui pondait la nuit, on les voyait tous les matins, on voyait leurs traces, et la nuit, on les voyait monter la plage, donc on est allé les voir. Et ben le lendemain de cette tortue, j'ai un petit neveu qui était en visite sur le bateau, un petit terrien, qui a rien trouvé de mieux que de se coincer 2 doigts dans une poulie à laquelle il était suspendu en descendant du mât, tu vois, pour prendre des photos. Donc on était à 6 heures de navigation de la route la plus proche. Donc peut-être à 10 heures de l'hôpital le plus proche. Wow. Il avait 2 doigts complètement écrabouillés, coincés dans la poulie. Donc il faut qu'on apprenne à se débrouiller tout seul, et on a immobilisé les doigts et on a vérifié que c'était pas cassé, qu'il n'y avait pas de nerfs sectionnés. On a le fil et les aiguilles pour recoudre, on a les strips, on a on a tout ce qu'il faut à bord. Alors voilà, c'est vrai que c'est une vie aventureuse, mais c'est toujours relatif. Mais pour nous, ça devient classique presque de pouvoir tout régler à bord, de se débrouiller de tout, et d'être prêt surtout à rencontrer des choses différentes et inhabituelles. Mais c'est plus de l'aventure puisque tu es préparé à l'inhabituel presque. Donc c'est pas une aventure de 2 mois où on va descendre une rivière en canoë. C'est une vie, c'est notre vie normale. Ouais, je comprends. Donc c'est plus de l'aventure. Je vois bien l'idée de relativité. C'était une volonté de votre part justement quand vous êtes partis tous les deux avec Swazik qui a donc 16 ou 17 ans maintenant, de sortir de cette vie-là. Tu parlais tout à l'heure des défauts c'est pour rebondir là-dessus. Oui, non. Alors, on voyait pas de défauts à notre vie française, à notre vie parisienne, on va dire, parce qu'on habitait à Paris à l'époque. On n'y voyait pas de défauts, mais on voyait tout simplement notre avenir tracé. C'est-à-dire que on avait des boulots plutôt bien rémunérés, donc on avait une vie aisée à Paris. Ça y est, on commençait à se dire qu'est-ce qu'on va faire de notre argent, enfin qu'on achète des immeubles, enfin des appartements, défiscalisation, une espèce de mot bizarre. Donc on se disait on va faire des enfants, acheter une plus grande télé, un chien, une maison de campagne, une 2e voiture électrique. Enfin, donc on s'est dit mais c'est dommage parce que on sait où on va être dans 10 ans, dans 20 ans, même dans 30 ans. Et c'est plus ça qui nous a embêtés. On s'est dit mais c'est pas très intéressant. Et puis on va finir par se tromper, et puis on va finir par se séparer, divorcer. Enfin bon, donc tout semblait vraiment écrit, tu vois. On s'est dit il faut qu'on se remue parce que la vie est courte et il faut avoir des surprises dans la vie. C'était vraiment ça, une envie de surprise, une envie de pas savoir ce qui va se passer le lendemain. En fait, c'est vraiment ce qui se passe en bateau. C'est que tu ne sais pas ce que tu vas faire le lendemain. Il peut se passer n'importe quoi le lendemain. Et il peut se passer beaucoup de choses, plus qu'une vie terrestre classique dans une grande ville ou petite ville de France, d'ailleurs. Vous aviez déjà expérimenté avec Swazik des voyages ensemble, j'imagine, avant de prendre ce grand tournant? Voyage, oui, mais c'était toujours des voyages d'1 mois maximum, tu vois, quand t'es étudiant et que tu pars faire le tour de la Crète en scooter, ou que tu pars faire un stage de plongée en Corse, ou que tu vas louer un bateau en Bretagne. Donc on avait fait tout ça, mais c'est à chaque fois des vacances de 15 jours, 3 semaines. Mais on aimait, de toute façon, on va dire les vacances nature, découvertes, comme la plupart des jeunes étudiants quand même. Donc c'était votre tout premier voyage ensemble? Enfin, je veux dire,
C'est une aventure de couple aussi, quoi. Il y a forcément une première fois où il y a forcément une première fois où tu pars en bateau traverser l'Atlantique. Tu peux pas l'avoir fait avant. Il y a forcément une première fois, mais on était ça aurait pu très mal se passer humainement, si c'est le sens de ta question. Est-ce que vous étiez sûr de pouvoir vous supporter dans un petit espace? Mais écoute, oui, en fait, on peut pas faire de pronostic avant. Je sais pas ce qui se serait. On n'a pas réfléchi tellement à ça. On habitait déjà ensemble depuis 4 ans. Je dis ça au hasard. Non, c'est depuis 7 ans. On habitait déjà ensemble depuis 7 ans quand on est parti. Donc, si tu veux, on savait déjà qu'on pouvait vivre ensemble. Donc après, quand tu vis en bateau, c'est vrai que c'est peut-être un test, tu vois, pour certains couples. Mais généralement, il y a peu d'histoires. Moi, j'ai croisé peu de couples en bateau qui explosaient, quoi, en fait, qui se supportaient pas. Je crois que quand tu prends la décision de partir, tu sais quand même inconsciemment que de ce côté-là, ça va le faire. Après, il y a des fois des femmes qui suivent leur mari. C'est souvent le projet du père de partir comme ça, naviguer. Et puis la femme suit en disant oh là là, mais pas trop longtemps, mon chéri. Hein. Et là, ça se sent. Et tu vois que la maman, elle a juste envie de rentrer, alors que le papa, il est dans son rêve solitaire. Là. Et s'il y a des enfants à bord, en plus, c'est pas forcément l'idéal. Mais nous, non, c'était vraiment on est parti en voulant juste se faire plaisir. Et en fait, quand tu te fais plaisir, le couple tient, quoi. C'est aussi qu'un couple, je pense, a plus de chances de se casser, de se rompre dans une vie monotone parisienne que dans une vie d'aventure où chaque jour tu te renouvelles, quoi. T'as aussi apparemment toute une volonté d'élever des enfants. Tu le répètes à plusieurs reprises, mais loin de la société de consommation. C'était une vraie volonté, ça, de votre part? Mais oui, c'était en fait une vraie volonté. Quand je me souviens rétrospectivement, tu vois, quand je travaillais donc dans 2000, quoi, je me souviens que je saoulais déjà mes collègues avec la pub, en disant il y en a marre de la pub partout. Et j'avais pas du tout d'enfants, mes collègues avaient pas d'enfants. Et je disais, pour moi, l'idéal, c'est vraiment de partir en bateau avec ses enfants. Et là, mes collègues qui me disaient, mais c'est ça, n'importe quoi. Et puis quoi, tu veux en faire des petits sauvages. C'est idiot. Puis de toute façon, tu le feras jamais. Allez, finis ton tableau Excel. On a une réunion dans un quart d'heure. Donc c'était un peu. Mais je me souviens que j'étais déjà un peu saoulant là-dessus. Et de vouloir soustraire, écoute, c'est le bon mot, mais soustraire mes enfants à la société de consommation, oui, et aussi à l'influence aux influences. Voilà, moi, ce qui m'embêtait, c'était en tant que papa, de pas pouvoir gérer, connaître, comprendre les influences, ce qui influait mon enfant, tu vois. Je disais toujours, moi, ce qui m'embêterait, c'est qu'un jour, j'avais pas d'enfant à l'époque, hein, mais ça m'embêterait que ma fille un jour revienne de l'école en me disant, ah papa, je voudrais une petite culotte Dora. Et t'es là, mais qui c'est Dora? Pourquoi tu veux une petite culotte Dora? On s'en fiche de Dora. Et c'était un peu ma panique, c'était que mes enfants, petit à petit, que je les sente s'échapper parce que tu travailles, tu les vois pas. Eux, ils passent des heures à l'école avec leurs copains, c'est très bien. Mais après, ils passent des heures à la maison avant que tu rentres à regarder la téloche. Après, maintenant, à jouer sur leur portable, leur tablette. Et toi, quand tu rentres du boulot crevé et que t'as pas forcément l'énergie de t'occuper d'eux, tu laisses faire, quoi. Et tu deviens, en fait, de moins en moins une influence pour tes enfants. Je craignais ça. J'avais peur de pas, c'est un peu fort de dire les avoir sous contrôle, parce qu'il faut pas imaginer non plus que je veux choisir absolument tout ce que font mes enfants, tu vois. Mais en tout cas, je voulais leur permettre d'avoir une vie où ils subissent pas une influence marketing à longueur de journée, quoi. J'étais pas, je dis pas que j'étais sur leur dos toute la journée, mais en tout cas, n'était pas sur leur dos des vendeurs X ou Y de produits qui veulent absolument fourguer aux gamins le plus tôt possible. Donc il y avait une volonté d'éviter à mes enfants d'être des victimes, si tu veux, de la société capitaliste. Et donc, est-ce que tes collègues d'antan, ils ont raison et que tes enfants aujourd'hui, c'est des petits sauvages, ou comment ça se passe?
Tu disais tout à l'heure, ils vont à C'est l'école. terrible, si tu veux. Ils savent à peine parler. Ils font encore caca sur le pont du bateau tous les matins. La brosse à dents, ils la taillent pour se la planter à l'intérieur du nez, tu sais. Et non, mes petits enfants. Mais non, justement, c'est ça qui est super, c'est que plus tu avances dans cette vie-là, plus tu te rends compte que c'est un super choix, quoi. Que c'est vraiment c'est un super compromis, si tu veux, parce que je n'en vois pas un seul moyen autre que le bateau, si tu veux, qui permettent de vivre ça. C'est-à-dire que les enfants, ils sont pas du tout, c'est pas du tout des petits sauvages. Hein. Enfin, après, ça dépend qui est le sauvage de qui, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est vrai que oui, c'est des enfants qui vont encore, même à leurs âges, se promener tout nus. Alors en famille, hein, mais ça les gêne pas qu'on se balade tout nu. Dès qu'on est à un mouillage tout seul, pouf, on se met tous tout nus, on saute à l'eau. C'est des enfants qui vont oser mettre les mains dans la terre, se barbouiller avec du sable, faire des tresses avec des feuilles de cocotier. Mais c'est des enfants qui sont pas du tout. Ils ont jamais été mis à part, déscolarisés. On leur a toujours fait l'école à bord, tu vois. Et quand on s'est arrêté dans des endroits, ils allaient à l'école. On passait 2 mois en France par an, ils allaient faire un petit tour à l'école. On est resté 2 ans en France, 2 ans, excuse-moi. On est resté 2 ans en Inde, ils sont allés à l'école en Inde. Ils sont allés à l'école en Australie, à Panama. Ils ont fait des petits sauts comme ça. Et puis on fait pas des sauvages en éloignant les enfants du prétendu vrai monde. Alors c'est vrai que quand ils sont arrivés ici en Nouvelle-Calédonie, ils savaient pas ce que c'était que Adidas, ils savaient pas ce que c'était que Vans, Quicksilver, ils connaissaient pas, quoi. C'était marrant, hein, tu vois. Nike, pour eux, bon, c'était un truc pas trop. Donc parce que ce qui est pas mal aussi, c'est que nous on les a les dernières années là, on a passé 4 ans en Asie du Sud-Est, et en fait en Asie du Sud-Est, les publicités qu'ils voient passer, ils les comprennent pas, tu vois, parce qu'elles sont écrites dans des langues bizarres. C'est des logos, bon, de produits philippins ou malaisiens ou indonésiens. Donc, ça leur dit pas grand chose. Donc, ils sont pas, même la publicité dans la rue, ils la subissent pas. Ils ont pas la télé, donc, ils subissent pas de la pub à la télé. Donc, en fait, quand tu t'aperçois que quand tu prends un enfant et que tu le retires de ces influences-là, c'est fou le temps d'esprit que ça libère pour s'intéresser à autre chose, quoi. Et c'est magique, c'est tellement facile et tellement difficile quand tu restes à terre, quoi. Et alors, ils s'intéressent à quoi, par exemple, tes enfants? Parce que Alors, ouais, attends, vas-y. Non, pardon, oui, tu disais qu'en fait, ils font de la plongée, ils font du kite, enfin, ils font plein de choses, mais je me demandais, en fait, sur leur vie comme ça, dans leur vie sur leur bateau, c'est quoi leur loisir, tu vois? Alors il faut pas imaginer que on n'a pas 3 petits biologues marins qui dissèquent le moindre animal qu'ils ramassent dans la mer. Effectivement, ça aurait peut-être été une sorte d'idéal, tu vois, qu'en plus on fabrique des petits enfants très en conscience de la nature, très intéressés par tout ça, cultivés, etc. En fait, c'est des enfants assez classiques, c'est-à-dire que dès qu'on les laisse 5 minutes dans le bateau, je m'ennuie, j'ai pas quoi faire, qui ont des placards remplis de Lego qu'ils construisent jamais. Et qu'on a du mal à faire dessiner. Bon, alors après je globalise, ils sont tous différents, mais ça donc c'est des vrais enfants normaux comme les autres. Simplement, c'est vrai qu'ils s'intéressent un peu plus aux choses naturelles, aux choses simples, à prendre le kayak pour aller faire un tour du mouillage, effectivement, comme tu dis, ils font du kitesurf, ils ont fait de la plongée sous-marine, ils ont tous commencé la plongée à peu près 4 ou 5 ans. Donc pour eux, c'est quelque chose de très très naturel, la plongée. Et voilà. Après, maintenant qu'on est, parce il faut bien imaginer que là, on est arrêté en Nouvelle-Calédonie depuis 2 ans. Donc là, ils ont pris un gros virage, c'est-à-dire que depuis 2 ans, on est installé dans un endroit fixe. Ils vont dans un collège normal, école normale, et donc ils redeviennent petit à petit, ils reprennent le contact avec des enfants différents d'eux, mais pas si différents que ça, et ils s'aperçoivent que c'est pas des extraterrestres, quoi. C'était une volonté de votre part de vous poser en Nouvelle-Calédonie comme ça? On a toujours eu conscience du fait que quand notre fille, puisque c'est la plus grande, quand elle deviendrait grande, on va dire
on va dire insupportable, vers 13-14 ans maximum, tu vois, l'âge où elle dit à ses parents fuck papa, tu me fais chier, file-moi 100 balles, j'ai besoin de sortir. On s'est dit on va éviter quand cette période-là va arriver d'être sur le bateau enfermés les uns sur les autres. Donc on avait prévu de s'arrêter voilà quand on sentirait que cette période approche. Et en fait c'est ma femme qui la première a eu envie elle de reprendre non pas une vie plus normale mais un travail plus épanouissant, on va dire, parce que notre dernier travail avec le bateau c'était de faire du bateau d'hôte. On recevait des familles sur le bateau pendant ce qui était à peu près des vacances scolaires, mais d'un peu partout dans le monde. Et donc Swazik elle a eu envie de s'arrêter pour un vrai boulot et puis d'une vie voilà un peu plus de contact. Elle a eu envie d'un peu plus d'épanouissement intellectuel, tu vois, d'enrichissement intellectuel, et elle a voulu reprendre un travail plus classique, on va dire. Donc on a décidé, comme la Nouvelle-Calédonie était pas loin sur notre trajectoire, on a décidé que c'était un bon endroit pour s'arrêter, et on est arrivé ici il y a 2 ans, donc quand ma grande fille avait 10 ans quand on est arrivé à peu près. Et donc aujourd'hui, elle fait quoi, Swazik, comme boulot? Swazik, elle travaille dans une ONG américaine qui s'occupe de la protection des océans. Ok. Tu vois, donc voilà, c'est-à-dire que on n'est pas fou non plus, c'est-à-dire qu'on a dit on arrête le voyage, d'accord, mais hors de question d'oublier tout ce qu'on vient de vivre, et en particulier hors de question d'avoir des métiers qui n'ont aucun rôle, que ce soit dans la société ou rôle pour toi-même. C'est-à-dire que pour moi, il faut qu'un métier, un métier ou une activité, d'ailleurs, il ne faut pas forcément parler de métier, mais il faut que ce que tu fasses au quotidien, idéalement, te fasse du bien à toi et idéalement encore, fasse du bien au monde. Mais je trouve que les métiers qui rentrent dans aucune de ces catégories-là, c'est plus compliqué à justifier, quoi. Donc Swazik, elle est arrivée en se disant moi je veux travailler dans l'environnement, si possible marin. Paf, elle a trouvé un poste dans une association, dans une ONG d'environnement marin, donc c'était parfait. C'était malheureusement uniquement un poste en remplacement de congé maternité. Donc ça se termine là, et donc elle va chercher autre chose. Mais voilà, elle est maintenant dans le tunnel environnemental, donc elle espère y rester. Ah, c'est cool. Et toi tu fais quoi alors? Alors moi c'est plus dur, parce que moi, si tu veux, l'arrêt du voyage c'est plus dur à encaisser, parce que c'était une vie que je trouvais tellement top, si tu veux, que je me voyais moins ailleurs. Donc en fait moi puis bon le deal, on va dire, enfin l'idée c'était que effectivement Swazik se remette au travail, et que moi j'assume les fonctions de père de famille, puisque c'est nécessaire quand tu as 3 enfants. De mon côté, en arrivant en Nouvelle-Calédonie, j'ai en fait retrouvé une passion que j'avais quittée à Paris, qui était le théâtre d'improvisation. Donc je me suis remis dans une compagnie de théâtre d'improvisation qui est ici à Nouméa. Et en fait, je travaille un peu là-dedans, puisqu'on fait des spectacles qui sont rémunérés pour les comédiens, on fait des formations au théâtre, etc. Donc ça me rapporte un petit peu, et je fais aussi des articles dans quelques magazines qui me demandent des articles, en particulier sur la voile ou sur la nature et l'environnement. Et puis je m'occupe de mes 3 enfants, parce que c'est un métier à temps plein, en fait, de s'occuper des enfants, parce que maintenant qu'on les a remis dans la vraie vie terrestre, l'idée c'était aussi de pouvoir du coup leur faire goûter aux activités dont on les avait privés depuis le départ. Donc les voilà qui font du football, de la guitare, du piano, du solfège, du poum. Alors attends. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? On a acheté des vélos, et on leur fait des balades en vélo, on leur fait des week-end en camping. Enfin, il faut gérer. On a les emplois du temps de ministres que les parents terrestres connaissent bien, j'imagine. Et en fait, c'est très pratique d'avoir un des parents disponible pour le faire. D'accord. Donc ça, t'es donc en plus de tout ça, t'es papa au foyer, quoi. Enfin, papa au bateau, parce que voilà. Au foyer, enfin, c'est bizarre. Oui, c'est notre foyer. Ouais, papa sur l'eau. C'est ce que je sais plus. Effectivement, quelqu'un me demandait la même question que toi. Qu'est-ce que tu fais? J'avais répondu que je suis à peu près à 80% père au foyer, à 10% comédien et 10% journaliste, quoi. Donc, mais ça donne 80% de vie au foyer, de père au foyer. Ça donne 80% de père au foyer. Et aussi, si tu veux,
la volonté d'être là pour accompagner les enfants, d'être là pour l'accueillir. Alors, ils reviennent en vélo tout seuls du collège, mais en tout cas, après, quand ils sont au bateau, moi, je suis là, que ce soit pour les aider à faire leurs devoirs, que ce soit pour jouer avec eux, que ce soit pour parler de leur journée. Et j'aime assez, voilà, l'idée d'être là, d'être autour d'eux et de pas les laisser se retrouver tout seul, à pas savoir quoi faire et à vite avoir le doigt qui glisse vers l'écran du téléphone portable pour se mettre à s'abrutir un peu, quoi. T'as vraiment l'air d'avoir des problèmes avec les nouvelles technologies d'une manière générale, c'est ça? C'est compliqué. Non, attends, j'ai aucun problème avec les nouvelles technologies, mais dans notre vie, nous, on s'est aperçu d'une chose, c'est que, si tu veux, on rentrait à peu près en moyenne tous les 2 ans en France. Donc on retrouvait nos amis français qui eux-mêmes de leur côté avaient des enfants, créaient des familles, etc. Et on les retrouvait donc tous les 2 ans. Et en fait, on voyait du coup très très bien les évolutions de la société, tu vois. C'est comme l'histoire de la grenouille que tu mets dans une casserole. Si tu fais bouillir lentement l'eau en dessous, elle va rester dans la casserole, la grenouille. Par contre, si tu la prends et que tu la plonges dans l'eau bouillante, elle saute. Et ben nous, tu vois, quand on rentrait en France, on était comme la grenouille qu'on balance dans l'eau bouillante. Et on se disait, waouh, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On se disait qu'il est en train de se passer un truc vraiment très très fort, une vraie mutation de la société, si tu veux, que moi je simplifie vraiment au temps passé devant les écrans, quoi. Il y aurait presque que ce chiffre-là à regarder. C'est l'augmentation annuellement du temps passé devant les écrans. Et nous, ça a été vraiment, ça nous a très étrange en bateau, même au bout du monde, tu vois, de se mettre à voir dans des restaurants, dans des petits coins hyper romantiques, des îles perdues du bout du monde, et ben de voir un couple à un resto avec chacun son téléphone portable dans la main en train de se faire je sais pas quoi, ça nous semblait totalement surréaliste, tu vois. Donc j'ai pas une détestation des nouvelles technologies, elles permettent plein de choses, elles nous. Là c'est grâce à ça qu'on se parle, mais par contre je déteste la volonté de foutre les gens devant leurs écrans le plus de temps possible, parce que c'est ce que ces grosses sociétés veulent, c'est qu'on passe du temps devant notre écran, et alors qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire à côté. Donc moi je suis un peu réfractaire là-dessus. Tu vois, nos enfants, on leur a toujours dit, c'est 10 minutes de tablette par jour. Ah oui, il y avait une tablette à bord qui servait. Ouais, vas-y. C'est pas beaucoup, hein, je disais 10 minutes. Non, 10 minutes, c'est pas beaucoup, c'est sûr. Ça paraît. Tu vois, on dit ça à un parent, en France, il va dire que 10 minutes, tu rigoles ou quoi? C'est 10 minutes. Non, c'est parce que la moyenne, on doit être à 4h30 maintenant par jour, tu vois. Donc, nous, c'était 10 minutes. Et ce qui est très, très plaisant, très marrant, c'est qu'aujourd'hui, alors que nos enfants sont déjà plus grands, tu vois, la grande, elle a 12 ans, et ben, elle nous demande encore, est-ce que je peux faire mes 10 minutes? C'est l'expression, tu vois, c'est est-ce que je peux faire mes 10 minutes? Et donc, on dit, d'accord, mais ils ont 10 minutes par jour et ils font ce qu'ils veulent, sachant qu'on contrôle quand même tu vois, souvent c'est pour jouer, c'est des jeux, c'est pas du surf, ou c'est vraiment des jeux, et donc on met que des jeux ou des jeux, des bons jeux, on va dire, quoi. Donc voilà, c'est pas une haine, hein, mais c'est une méfiance, voilà, c'est une méfiance, et je sais que il faut vraiment faire attention et il faut éduquer ton gamin à Internet, donc il faut prendre le temps de le faire, il faut prendre le temps d'éduquer ton gamin aux écrans, sauf que ce qui se passe, c'est qu'on prend pas le temps. Les parents, ils prennent pas le temps, ils donnent la tablette parce que il est chaud, comme ça permet de se reposer, ça permet d'être tranquille, ça permet de discuter pendant qu'on est entre adultes, et le gamin, voilà, après il est livré à lui-même. Enfin bon, je vais pas faire un plaidoyer, je vais faire chier tout le monde. Parce que tu es un peu en train de te battre contre comment dire, contre le reste de la société là quand tu fais ça, parce que tes enfants, j'imagine, quand ils vont au collège, ils se retrouvent avec tous leurs potes qui ont eux des téléphones, j'imagine. Comment ils vivent le truc? Mes enfants, ils ont eu la chance, je vais dire la chance de vivre les 10 premières années de leur vie en moyenne sur un bateau, préservé de tout ça. Donc à 10 ans, si tu veux, t'es plus complètement tu t'es pas fait abrutir depuis tes 3 ans, quoi. Donc quand ils sont, ma grande fille, quand elle est arrivée à l'école et qu'elle a vu tous les gamins le cou penché sur leur téléphone, elle a été surprise, si tu veux. Elle s'est pas dit il me faut absolument le mien demain, quoi. Mais elle s'est dit, mais c'est dommage, quoi. C'est pourquoi elle trouve ça juste dommage. Et d'ailleurs depuis 2 ans qu'on est là, elle n'en est pas encore à nous réclamer un téléphone pour pouvoir faire du Snapchat avec ses copines. Je crois qu'elle
enfin, je crois, hein, j'en suis même à peu près certain que d'elle-même, si tu veux, elle n'en voit pas l'intérêt. Et d'elle-même, elle est capable de dire, mais c'est effectivement, ça n'est pas intéressant de passer du temps devant l'écran. Je préfère discuter avec mes copines. Je n'ai pas envie de le faire. C'est pas, elle répète pas les phrases de papa. Tu vois, je crois que j'ai l'impression qu'elle en est vraiment convaincue parce que tu vois bien quand tu rencontres, il nous arrive encore aujourd'hui de croiser des familles qui naviguent. Là, il y a 15 jours, on a retrouvé une famille qui est une famille de navigateurs, donc ils sont pas arrêtés, eux, ils sont encore en navigation. Et si tu veux, nos enfants sont immédiatement allés les voir, parce qu'au mouillage, quand on repère d'autres enfants, on va tout de suite les voir. Et tu peux même pas imaginer, c'était un groupe, on s'est retrouvé à 10 gamins, 10 enfants, ça allait de 5 ans à 15 ans. Il y avait évidemment pas un écran. Ces gamins étaient avec 2 kayaks, un paddle et un vieux ponton et une balle qui rebondissait sur l'eau. Et ils ont passé la journée là-dessus, quoi. De 5 à 15 ans, sans qu'il y ait le 15 ans qui gueule sur le 5 ans parce que c'est un sale mioche, sans qu'il y ait les filles d'un côté qui parlent maquillage et les garçons de l'autre qui parlent foot. Les gamins étaient juste ensemble à s'éclater il a fallu qu'on les arrache pour les nourrir. Et tu te rends compte que voilà, qu'ils prennent un plaisir dingue et eux-mêmes en sont conscients, si tu veux. Donc ils se rendent bien compte qu'ils préfèrent jouer avec des copains comme ça, de visu et main dans la main, plutôt que d'être sur un écran à se regarder des chats qui tournent dans des machines à laver, quoi. Je suis sûr que tu en as déjà regardé. Dis-moi que tu n'as jamais regardé une vidéo de chat dans une machine à laver. Je déteste les vidéos de chat d'une manière. Je déteste les vidéos de chat, voilà. Donc t'es tombé sur le mauvais client, ceci dit. Bon, ta fille, elle adore. Mais ta fille, elle adore. Je suis sûr que ta fille, elle regarde les vidéos de chat. C'est très possible. Tu sais, ma fille, elle est sur Snapchat. Dans la peinture. Voilà. Ma fille, elle est sur Snapchat et elle fait ses flammes avec ses copines. Je sais pas si tu connais les trucs de flammes sur Snapchat, mais voilà quoi. Non, c'est le truc qui. Je suis pas le bon papa pour voilà. ça. C'est le truc qui t'oblige à revenir, enfin qui les oblige à revenir sur Snapchat tous les jours en fait. C'est d'avoir des flammes. Bon bref, avec leur meilleur pote. Mais parlons un petit peu. Qu'est-ce que tu as la sensation que votre éducation a amené à vos enfants, alors qu'ils sont encore, j'entends bien petits, et à mon avis, il y a plein de choses encore qui vont se passer, je pense, dans les années à venir. Si tu devais faire un bilan de la première moitié de votre vie de parents. Ouais, alors c'est forcément pas facile à faire comme bilan, et il est évidemment tôt pour pouvoir juger de l'éducation qu'on a donnée à nos enfants, mais moi ce que j'espère, parce que j'ai aucune certitude, mais j'espère, si tu veux, leur avoir donné une conscience. J'espère leur avoir donné d'une part une conscience de la nature et de ses richesses, tu vois, de l'intérêt de voir autre chose, de l'intérêt de changer, de l'intérêt de s'intéresser aux autres endroits, de changer, de rester curieux, voilà. J'espère que ce sont des enfants curieux et aventureux. Et je le sais qu'ils le sont, puisque par exemple on est parti, tu vois, les dernières, on est parti l'une de nos dernières vacances faire un sentier de grande randonnée. On a fait un GR ici pendant 9 jours. Donc c'est des gamins qui ont marché 9 jours avec la tente sur le dos, l'eau, la bouffe, tout sur le dos sans aucun arrêt en route, enfin sans aucun ravitaillement en route. Et j'avais un petit peu d'appréhension. Je me disais, est-ce qu'ils vont tu vois, supporter, ou est-ce qu'ils vont commencer à se plaindre dans les montées, je peux plus faire un pas. Et ça s'est super bien passé, et c'était un moment de famille ensemble qui était super et qui était magique, quoi. Ce que j'espère, c'est d'avoir réussi à leur donner le goût des choses simples, que ce soit dans les relations humaines et dans ce qu'on peut faire au quotidien. Est-ce que vous avez prévu de repartir à un moment donné avec Swazik et les enfants ? Bah écoute, malheureusement non, parce que oui. Pour ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vas-y. Non, tu disais malheureusement, mais pardon. Si on avait été face à face, t'aurais vu mon petit sourire, parce que je sens que tu l'as un peu dur, le fait que vous restiez
Ouais, non mais bon, je l'ai un peu dur, oui, je l'ai un peu dur, mais on repartira pas pour la raison que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que une fois que les enfants sont remis dans le vrai monde et grandissent surtout et arrivent à l'adolescence, c'est pas le moment idéal pour repartir. Après, s'il y avait une vraie demande de nos enfants, pourquoi pas, tu vois. Moi, il y a quelques jours, notre Timéo, il nous disait, mais j'aimerais bien moi aller à Tahiti, là, pourquoi on va pas à Tahiti? Je me souviens plus de Tahiti. Et bon, bah, c'est touchant, tu vois, le gamin qui dit ça. Moi, j'ai envie de lui dire, bah ouais, viens, allez, tac, on arrête l'école et on y repart. Alors, je lui ai pas demandé, bah, est-ce que t'es prêt à arrêter l'école pour qu'on reparte? Lui dirait peut-être oui, tu vois, la grande, je sais pas. Là, ils sont contents. Moi, je veux pas non plus je veux absolument forcer personne à faire quoi que ce soit. Donc, je dirais que non, on repartira pas, tu vois, mais voilà, après, la vie, elle est faite de plein de choses. Toutes les expériences que tu as te modifient, quoi. Ce qu'il faut, c'est rester capable d'être modifié et de changer. Moi aujourd'hui, je fais de la comédie, tu vois. Bon, ben, je fais du théâtre. C'était pas prévu non plus. Donc, il faut être adaptable, quoi. Il faut accepter de changer, accepter de pas forcément faire ce qui nous ferait du bien à nous, mais ce qu'il faut, c'est préserver une famille, tu vois. Moi, je trouve très important d'avoir des rapports familiaux hyper sincères, de très bien se connaître. Moi, je trouve que c'est important de se connaître, parce que je veux, quand mes enfants arriveront à l'adolescence, à l'âge où j'aurai du mal à les comprendre, ben, je veux réussir à les comprendre, parce que je les connais bien quand même, parce que je les pratique quasiment 24/24 depuis 13 ans, quoi. Donc, je me suis un peu éloigné de ta question, mais tout ça pour dire non, je ne pense pas que nous repartirons naviguer. D'accord. Non mais tu vois, non, il est triste, d'accord, là, il est terrible. Bah, non mais c'est pas ça, c'est que en fait, vu ton, comment dire, je me disais qu'en fait ça serait peut-être dans ma tête, hein, mais dans ma tête de gars tout seul qui a jamais fait ça de ma vie, j'avais en tête que c'était sans doute plus simple entre guillemets de voyager avec des grands qui sont a priori plus autonomes et qui peuvent comment dire profiter peut-être plus de l'aventure que effectivement qu'avec des tout petits comme vous l'avez fait depuis donc maintenant 12 ans, quoi, tu vois, c'est fou. Mais je comprends, ouais, je comprends l'idée. Il y a des... Non, je comprends ce que tu veux dire. Et on croise des enfants de 15, 16, 17 ans, tu vois, on a vu des gamins qui allaient jusqu'au bac à bord. Et moi, je pense que ma grande fille, qui était pas du tout une ado précoce, difficile à gérer, qui a envie d'indépendance. Non, c'est une grande fille qui aime beaucoup ses parents, qui dit je t'aime papa, je t'aime maman. Enfin, donc elle n'a jamais réclamé à s'arrêter, hein. Pourquoi pas repartir? Les enfants seraient pas forcément contre repartir, mais écoute, on est là pour l'instant. Ma femme, elle a envie de s'éclater dans le boulot. Là, elle a eu une mission de 8 mois qui était passionnante. Elle a adoré ce qu'elle a fait. Moi, ça me fait hyper plaisir de la voir adorer ce qu'elle fait, parce que en bateau, gérer l'école, alors on le gère ensemble, mais gérer l'école, gérer les clients qui viennent à bord du bateau, ça l'épanouissait pas, ça la satisfaisait pas intellectuellement. Donc moi j'ai envie qu'elle s'éclate dans un boulot. Après, si je te dirais que si dans 6 mois on s'aperçoit que tous les deux on végète et qu'on n'a pas trouvé de boulot qui nous intéresse et qu'on s'éclate pas ici, peut-être que ça reviendra. Peut-être qu'on se dira bon, mais écoute, attends, on repart, quoi. Repartons 1 an en navigation, on travaille, on refait bateau d'hôte, on montre la poésie aux enfants. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Mais ça, on le fera que si effectivement on trouve pas une vie, on s'épanouit pas ici à Nouméa. Parce que t'as beau être dans un, comment dire, j'ai un peu l'impression que ton truc, c'est t'as beau être dans un lieu qui est tout à fait paradisiaque, en fait, tu peux potentiellement assez rapidement t'emmerder et devenir malheureux, quoi. Alors, il faut pas imaginer Nouméa comme un lieu paradisiaque. Je sais pas trop quelle image tu as de Nouméa ou quelle image on a en France, mais Nouméa, c'est vraiment comme si on avait pris un petit bout de Côte d'Azur, tu vois, Crouch, golfe géant, là, et pouf, on est venu la mettre ici sur une énorme île qui est la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, c'est très, très, très français. C'est l'endroit le plus français que j'ai vu ailleurs dans le monde qu'en France. Avec à la fois, je dirais,
c'est bon et ses mauvais côtés, quoi. Donc c'est une société qui est tournée beaucoup sur la consommation, énormément. C'est une société qui a gagné beaucoup d'argent avec le nickel, qui est une grosse ressource ici. Donc c'est une société riche, en tout cas c'est une société dont une partie des gens est très riche, parce qu'une grosse partie est pas riche du tout. Mais c'est un endroit où tu croises des Porsche Cayenne, où les enfants à l'école sont là frimés avec le dernier t-shirt Quicksilver, et où on va au travail avec une cravate et où on se vous voit, si tu veux. Donc ça reste pour moi, c'est pas forcément ma conception du paradis. Il y a pas une simplicité des rapports humains qu'on peut imaginer dans certaines îles tropicales. Par exemple, comme la Polynésie française, c'est un territoire qui est beaucoup moins français. Il n'y a pas le même passé non plus, mais il y a plus de richesse naturelle. Donc c'est un endroit où les gens ne vont pas pour faire fortune. Ici, Nouméa, beaucoup de gens y vont pour gagner de l'argent. Donc ça met pas, tu as pas les mêmes rapports quand tu te retrouves ici. Tu es dans, voilà, tu es un peu revenu sur la Côte d'Azur. Donc d'où je pense mon non épanouissement total à vivre dans un endroit pareil. Même si je fais des activités qui m'intéressent et que ça me passionne d'avoir repris le théâtre d'improvisation, mais au quotidien, voilà, tu retrouves pas mal de travers de notre société. Je comprends. Mais effectivement, j'avais pas du tout cette image-là, tu vois, à l'autre bout du monde. Donc, si tu devais me dire, enfin, c'est quoi pour toi l'endroit que t'as visité, que t'as préféré? Alors ça, c'est la grande question sans réponse. En fait, il y a c'est quoi ton enfant préféré? Je peux pas dire un endroit, si tu veux. Il y a des endroits qui sont très beaux, il y a des endroits où les gens sont super sympas, il y a des endroits où il t'est arrivé un truc incroyable, il y a des endroits où t'as fait une plongée mémorable. Donc, tu vois, la Polynésie française, clairement, c'est un endroit exceptionnel. C'est immense, hein, c'est grand comme l'Europe. Il y a 5 archipels, ils sont tous très différents. Les gens sont adorables, mais comme pas possible. Ils parlent français, ce qui est un gros point positif. C'est très beau, les paysages sont très différents d'un archipel à l'autre. C'est magnifique, il y fait très beau toute l'année. En plus, on y restait 4 ans, ça restera un excellent souvenir. D'autant plus que on remarque en voyage que plus tu restes à un endroit, plus tu l'apprécies. Même certains endroits où tu arrives et tu dis oh là là là, quelle angoisse ce truc. Heureusement qu'on reste que 2 jours. Et en fait, tu y es toujours un mois après parce que tu as eu un petit souci, il a fallu réparer une pièce. Et en fait, tu te mets à connaître des gens, tu te mets à avoir eu besoin d'aide pour souder une pièce. Donc, tu as parcouru la ville à pied à la recherche d'un soudeur, puis tu as trouvé un soudeur vachement sympa, et puis il t'a emmené à manger chez lui, et puis finalement, tu t'as emmené ses enfants et lui à bord pour une petite balade, et du coup, tu te dis, ouais, c'est sympa comme coin, là. Donc, il n'y a pas, tu vois, chaque endroit, vraiment, peut-être à quelques exceptions près, mais peut devenir le meilleur endroit de ton voyage. Il faut prendre le temps et rester à l'écoute. Si tu te balades en dépêchant et en passant une journée quelque part, en regardant déjà où tu seras le lendemain, là tu loupes tout, quoi. Mais en prenant le temps de regarder et de traîner, il y a des coins superbes, quoi. En termes de paysage, tu vois, le Raja Ampat en Indonésie, c'est une région qui est incroyable, quoi. C'est des images de Jurassic Park sur des dizaines de kilomètres, des labyrinthes aquatiques là où tu te balades en bateau avec des falaises autour. Enfin, c'est inimaginable, quoi. Il y a personne là-bas. Après, voilà, t'as des beaux endroits partout, même le Cap-Vert. Après, tu deviens aussi, au début, quand tu démarres un voyage de France, tu commences par tu descends l'Espagne, le Portugal, puis tu vas aux Canaries, puis tu vas au Cap-Vert, tu passes par Madère. Et par exemple, l'île de Madère, c'est notre première île tropicale qu'on n'avait jamais vraiment, et on a adoré. Je garde des très bons souvenirs de l'île de Madère, qui est pourtant ça doit être à 1 heure de vol de la France. La plupart des Français savent même pas où c'est Madère. C'est une île géniale qui est juste à côté. Le Cap-Vert, c'est un archipel extraordinaire. Tout l'arc antillais, le Guatemala, c'est super pour tu rentres là-dedans en bateau, tu vas te balader à terre. Cuba, on s'est régalé. Enfin, tu vois, il y a chaque endroit où tu passes est
est extraordinaire, quoi. Donc c'est impossible de dire ça, cet endroit-là, c'était vraiment le top du top, parce que je serais bien incapable de mettre cet adjectif à un lieu précis. Ok, bah écoute, merci pour cette réponse très précise. Est-ce que j'ai fait court, hein. Ah non, mais c'était bien. En même temps, résumer 17 ans de voyage en un lieu, si tu veux, je comprends que ma question était un peu alambiquée, hein, si je puis me permettre. Non, mais elle est normale, hein, c'est une question qu'on nous pose tout le temps, mais c'est pas toujours un lieu, tu vois. Par exemple, un lieu, tu peux aussi t'en souvenir pour un événement qui s'y est passé. Et par exemple, je me souviendrai toujours de la première plongée un peu profonde où j'ai emmené mon fils, Timéo. C'était une plongée à une 30aine de mètres en Thaïlande. Et je me souviens d'être descendu avec lui. Et bon, on avait déjà fait des plongées avant, mais pas forcément très profondes. Et là, si tu veux, de le voir avec une aisance incroyable dans l'eau, en parfaite confiance, tu vois, pas du tout en train de me coller, me tenir la main, mais libre de son truc, allant, se baladant, regardant à droite à gauche. Moi, j'étais derrière à chialer dans mon masque, quoi. Tu vois, c'était vraiment un truc. Tu te dis, ben voilà, quoi. Tu vois, j'en pleure presque à te le raconter. C'est débile. Et c'est des moments vraiment où tu te dis, mais voilà, quoi. J'ai voulu faire de mon gamin quelqu'un d'indépendant qui a pas peur de plonger. Tu vois, il devait avoir 8 ans quand il a fait ça. Et c'est super de quand toi, père, t'es derrière, en retrait, qu'il est devant toi et qu'il est en train de prendre son envol, en plus en plongée à 30 mètres de profondeur, tu vois. Et là, oui. T'es super content. Là, tu te dis, c'est bon, quoi. Tu vois, j'ai fait le job. Bah écoute, merci beaucoup, en tout cas, Mathieu, parce que tu sais que ça fait 1 heure qu'on discute. Eh oui, incroyable. C'est fou. Avec ce décalage horaire, il doit être tard chez toi maintenant. Non, ça va, il est 23h. Et chez toi, il est quelle heure ? Eh ben, chez moi, il est 9h du matin. Ah bah oui, bah écoute, merci de t'être levé tôt en tout cas pour venir me... Ah mais non, les enfants sont à l'école. T'as les enfants. Du coup, j'ai pas fait mon travail de père de famille. C'est la daronne qui les a emmenés. Bah tu m'excuseras alors auprès de tes enfants et de ta daronne de t'avoir emprunté en tout cas. Non, c'était avec plaisir, écoute. Je te remercie beaucoup pour ce moment passé en ta compagnie, vraiment. Et puis, écoute, je te souhaite... Tout le meilleur à toute la famille et puis éventuellement de pouvoir repartir un de ces 4 parce que je pense que ça a l'air de te tenir à cœur. Mais non. Non, mais je te remercie en tout cas et puis bonne vie à toi et bonne rencontre grâce à cette émission. Merci beaucoup. C'est terminé pour cet épisode, un grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag, ROCKIEMAG, soit sur mon Instagram perso, moi je suis sur FabFlorent, FABFLORENT, soit sur YouTube, sous la vidéo de cet épisode, vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoirededaron@rockymag.com, histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque 1er et 3e lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.